Alors nous arrivons à la fin de cet exposé de Mammon à Macron, une micro-histoire de la macroéconomie euh, qu'on peut aussi intituler Making Money Mafias, de la mondialisation au nouvel ordre mondial. Comme je l'ai dit au début, l'idée c'est vraiment de coller à l'histoire, de coller aux faits, sans tabou, sans idéologie, sans faire de saut non plus, c'est-à-dire en suivant les faits, en suivant les dates, les processus historiques. Et dans cette fin d'exposé, il est impossible de faire l'impasse sur le rôle du communautarisme dans la mondialisation à travers l'histoire et dans la situation actuelle, et ce qui se joue dans cette volonté de mettre en place un gouvernement mondial encore plus centralisé et internationalisé pour, soi-disant, faire face au coronavirus. Je rappelle, parce que c'est loin maintenant, l'article de Jacques Attali, déjà dans l'Express en 2009, avancé par Peur, avec cette phrase. Donc c'était à l'époque du H1N1, il faudra mettre en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. Voilà, imposer les gens, soi-disant à cause d'épidémies comme ça, qui font, dans le cadre de la H1N1, quelques morts, et on voulait vacciner des dizaines, des centaines de millions de personnes à travers le monde, avec des conséquences incalculables sur la santé. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Alors pourquoi une raison économique pour un gouvernement mondial? C'est plutôt une déraison économique. C'est d'ailleurs par l'hôpital qu'a commencé en France au XVIIe siècle la mise en place d'un véritable État. C'est Louis XIV qui transforme la noblesse en toutou à la cour de Versailles, construite par le sang des esclaves des Amériques. Et auparavant, il avait dit dans l'article Jacques Attali, l'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Elle met alors d'abord en place des mécanismes de défense parfois intolérables, des boucs émissaires et des totalitarismes parfois futiles. La distraction, c'est pas forcément futile quand on voit l'abrutissement des masses avec la sous-culture dont est vectrice la mondialisation, parfois efficace, déthérapeutique, écartant si nécessaire tous les principes moraux antérieurs, pour réagir en cas de grande peur. Vous voyez, comme ça, c'est nécessaire. Voilà. Bien. Du coup, le sujet du communautarisme dans la mondialisation, c'est un sujet délicat mais incontournable pour ne pas tomber dans le piège de la manipulation, quel qu'il soit, qu'on soit chrétien, juif, arabe, musulman, orthodoxe, toujours chrétien, qu'on soit athée, qu'on soit communo-capitaliste à la chinoise ou indo-intégriste à l'indienne. Je parle évidemment que d'une partie de ces populations-là. Parce que quand on regarde à travers l'histoire, il y a toujours deux tendances dans les communautés religieuses. Ceux qui veulent simplement vivre leur foi librement, intégrés à un pays multiculturel, multireligieux, avec de bonnes relations, d'enrichissement
culturelle réciproque, de belle diversité, où on a plaisir à apprendre des autres et à bâtir ensemble une société de tolérance, où chacun est content d'être à la fois semblable et différent de l'autre. Et puis, ceux qui, depuis toujours, veulent régner sur le monde parce qu'ils associent leur religion à un peuple, avant on disait à une race, ils considèrent que leur peuple est élu, quel qu'il soit. On associe souvent l'expression peuple élu aux Hébreux, mais en réalité, il n'y a pas un seul peuple qui n'a pensé qu'il avait une mission civilisatrice, ou de conquête, ou de conversion, hein, et que Dieu, la nature, ou sa propre valeur, en raison de son propre courage, ou son propre apprentissage, lui avait donné le droit de mener cette mission, simplement cette pulsion, ce droit du plus fort, ou ce droit de l'élu. Et c'est une réalité. Alors je vais rappeler quelques exemples historiques. C'est important, hein, je n'insiste pas trop sur l'histoire, mais toujours important de mettre les choses en perspective, parce que sinon notre vision s'abolit à travers le présent, l'actualité, l'information partielle ou la désinformation. Hein. Je rappelle ce que disait George Orwell en 1984, celui qui contrôle le présent, contrôle le passé et contrôle le futur. Hein. Et cette autre phrase, l'ignorance c'est la force et la liberté c'est l'esclavage. Donc il faut faire attention à ça. Les religions ont loin d'avoir toujours été les causes des plus grandes catastrophes de l'humanité, hein, des conquêtes brutales, simplement par soif de la richesse, ou par racisme, ou pour plaisir de la conquête, de l'art de la guerre, etc. Il y en a toujours eu, hein. Je rappelle qu'au XXe siècle, les idéologies, le communisme ou le nazisme, bon, il y avait un truc complètement délirant, ésotérique chez Hitler, mais dans le stalinisme, Pol Pot, Mao, etc., c'était le matérialisme le plus brut, hein, avec derrière du cynisme et une volonté de vengeance. Voilà. Mais tout ne vient pas du religieux, bien évidemment. C'est l'humain qui est comme ça, et si on pense que c'est l'humain qui a créé la religion, raison de plus pour ne pas accuser quelque chose que l'humain a créé d'abord. Alors, dans les grands empires qui ont fait un processus de mondialisation et d'imposition ou de proposition d'une culture, il y a Darius le Grand, au VIe siècle avant Jésus-Christ, Alexandre, Rome, bien sûr. Les Vikings étaient de grands commerçants et de grands guerriers, hein, s'imposant par la force, et après les Anglo-Saxons prenant possession de l'Angleterre à travers les Normands et perpétuant leur puissance ensuite à travers les siècles avec d'autres peuples germaniques. Lors de la Renaissance italienne, bien évidemment, à la suite de la route de la soie aussi de Marco Polo, et puis donc au moment de la colonisation, mais c'était déjà avant, hein, il y avait ce processus de mondialisation avec des étoffes, des produits, des tentures qu'on allait chercher très loin. Et puis la colonisation, bien sûr, qui a été décriée par ceux qui sont les tenants aujourd'hui de la mondialisation, qui considèrent la colonisation comme une horreur, mais qui en réalité n'ont fait que perpétuer la colonisation à la fin des empires coloniaux par des réseaux, des influences, des révolutions provoquées pour continuer leur œuvre d'exploitation des peuples et de destruction de la nature. Ça, ce sont des faits, n'importe qui connaît un peu l'histoire et la géopolitique le sait. Mais justement, cette colonisation,
cette mondialisation s'est toujours abritée, comme les religions, sous l'idée soit du salut, soit du progrès. Hein. Et pour le salut, je ne suis pas sûr que les religieux de tout poil, je pense à l'Espagne catholique, au Portugal catholique, aux WASPs, les White Anglo-Saxon Protestants en Amérique du Nord, aux Anglais en Inde, alors anglicans ou protestants, ou les missionnaires français aussi catholiques en Afrique, et ainsi de suite. Sincèrement, je ne sais pas combien d'âmes ils ont sauvées, et il y en a beaucoup qui ont peut-être perdu la leur. Je pense que le dialogue interreligieux est beaucoup plus riche que l'imposition comme ça, et ils se situaient eux-mêmes souvent dans la tradition de l'Inquisition, qui avait fait énormément de mal dans leur propre peuple. Même s'il y a eu des missionnaires, effectivement, qui étaient des gens remarquables, hein, absolument. Quant au progrès de la mondialisation, quand on voit la destruction de cultures entières, avec leur art de guérir, avec leur artisanat, avec leur tradition, avec leur langue, avec l'harmonie qu'ils avaient dans la nature, avec la connaissance qu'ils avaient du processus de la vie, de la conscience de la vie dans toutes les créatures, on ne peut absolument pas appeler ça un progrès. Et quand on voit l'état de nos civilisations plongées dans le consumérisme, dans le chômage, dans un travail toujours plus aliénant, et encore une fois dans une culture qui n'a plus que de culture que le nom, eh bien, il est permis de se poser la question du progrès, même si la science se présente aujourd'hui comme le nouveau messianisme, comme le nouveau salut, mais qu'elle regarde ses erreurs passées et dans les mains de qui elle est aujourd'hui, et pour en faire quoi. Il faut savoir ça que là aussi, ça risque bien d'être des scénarios apocalyptiques. Donc voilà pour l'Occident, de l'Espagne, du Portugal, de la France, de l'Angleterre, des Pays-Bas dans leur processus de colonisation, d'exploitation, de ravage. Hein. Bien. Auparavant, pendant le Moyen-Âge, en gros du 7e siècle au 17e siècle, pendant à peu près 1000 ans, eh bien, l'islam a régné sur une bonne partie du monde. Si vous prenez une carte du monde au XIVe siècle, vous apercevez que la chrétienté, c'est vraiment pas grand-chose, et qu'il y a une superpuissance, des superpuissances musulmanes qui vont du Sénégal jusqu'à l'Indonésie, hein, et que là aussi ça s'est fait par la conquête la plus brutale, et la conversion, ou le massacre, ou le paiement d'un impôt. Alors, on peut parler des beaux exemples de l'Andalousie, de Bagdad, de Palerme, mais à ce moment-là, il faut aussi parler des beaux exemples de la colonisation occidentale, et il faut rentrer dans le débat. Hein. Voilà, il ne faut pas faire des sujets tabous d'un côté, et puis toujours revenir aux autres comme étant des exemples de réussite. Hein, voilà. Il faut pouvoir parler de tout à ce moment-là, et des processus historiques, mais en tout cas pas par la violence ni la manipulation. Je me rappelle lors d'une conférence de la façon dont Khaled Bencher, le président de l'Islam de France, présentateur de France 2, a dit il faut replacer, prononcer le mot arabe dans toute la densité civilisatrice du terme. Je ne l'ai pas interpellé à ce moment-là, mais comme je l'ai fait après. Mais j'aurais dû lui dire, eh bien, j'aimerais que mes amis berbères vous disent un peu leur façon d'en penser, et puis tous les autres peuples qui ont été soumis et acculturés. Voilà, par l'islam conquérant. Alors, aujourd'hui, eh bien, les intérêts communautaires, ils sont toujours là. Les USA, en bonne partie évangéliques, avec l'éthique du protestantisme, Dieu encourageant la richesse et leurs attentes messianiques.
une Europe en partie athée, mais en grande partie aussi franc-maçonne dans ses pouvoirs de décision. Hein, on ne va pas réinsister sur ça, mais c'est une réalité. Donc avec un énorme pouvoir de décision entre l'Europe et les États-Unis à travers la bourse de la City à Londres et Wall Street à New York. Je me rappelle de cette interview de celui qu'on appelait l'aigle chauve, un des maîtres de Wall Street, bon, il y a déjà 10 ans, dans un documentaire d'Arte qui disait la City est clairement un lieu pour les hommes blancs, c'était pas le terme dominateur, mais de l'hyperclasse, c'est-à-dire que c'est totalement décomplexé. Voilà. Et derrière l'idée que eh bien, cet homme-là représente la civilisation, et pour reprendre le terme d'Ernest Renan, une race de maîtres et de soldats. Une Chine athée hyper nationaliste et avec des cerveaux lavés dès le plus jeune âge. L'Arabie Saoudite et la Turquie qui n'ont pas grand-chose à envier à ce niveau-là à la Chine, avec une laïcité turque soi-disant, mais quand on voit comment s'est faite la révolution turque, là aussi, eh bien, Mustafa Kemal Atatürk était franc-maçon, et la façon dont il a modernisé la Turquie, eh bien, elle était faite selon les principes francs-maçons aussi. Hein. Il faut le savoir, hein, quel que soit le jugement qu'on porte sur ce qui s'est passé, sur la modernisation et tout ça. Et du coup, aujourd'hui, de plus en plus, un rapprochement de l'islam, Erdogan qui renvoie l'ascenseur, hein, et un nationalisme de plus en plus assumé, avec une volonté prosélyte de l'islam, sans parler de l'Arabie Saoudite, avec la charia et toute son influence sur à travers ses réseaux et à travers le terrorisme. Bien. L'Inde de Modi, avec là aussi un hindouisme qui monte de plus en plus, mais toujours dans des pays, hein, là je cite des pays qui sont mondialisés. En réaction, dans le cas de Modi, hein, alors dans un premier temps, le nationalisme hindou, il est né en réaction aux Anglais, mais très vite aussi il s'est imposé au nationalisme musulman qui a provoqué la partition de l'Inde avec Mohammed Ali Jinnah et Mohammed Iqbal aussi, il faut bien le préciser, et du coup, eh bien, l'Inde de Modi, hein, avec ses extrémistes, la fierté hindoue, l'idée de la plus grande culture du monde, de la pureté des brahmanes, etc., etc. Et puis des peuples qui ont été, dans ces cas-là aussi, toujours les victimes, soit de la colonisation, soit de la mondialisation, et qui vont chercher dans le sentiment identitaire mal vécu, au lieu de trouver le génie de leur culture, qui vont y trouver un refuge pour leur colère, pour leur ressentiment, à cause de toute l'injustice qu'ils ont subie, et aussi à cause de toute la manipulation mondiale des journaux, de l'information officielle qui existait déjà à l'époque de l'Empire britannique en Inde, hein, et qui transformait les nationalistes hindous, c'est-à-dire les indépendantistes hindous, en terribles terroristes. Hein. Donc c'est une vieille histoire. Donc l'injustice économique plus l'impossibilité de faire entendre sa voix quand on est victime des ravages de la mondialisation, ça crée des monstres. Mais au pouvoir, dans ces pays-là, à chaque fois, on a des gouvernements, des élites, des manipulateurs, des religieux, qui forment une minorité, mais qui entraînent les autres, hein, pénétrés de leur supériorité et en contradiction totale avec les principes fondateurs de leur religion, que je connais bien. J'ai lu les textes sacrés de toutes ces religions, j'ai voyagé dans ces pays-là, j'ai donc comme guide, je le rappelle, pour une agence de tourisme solidaire ou pour une autre agence dans toute l'Europe, et
Et j'ai pu voir vraiment quel était le génie de chaque religion, son apport au monde, au niveau culturel, au niveau artistique, mais aussi la manipulation des masses et les forces anti-progrès, c'est-à-dire pour la santé, pour l'éducation, pour la liberté de penser, hein, et pour l'entente avec les autres peuples, entre autres, qu'ont pu représenter ces religions mal portées par ceux qui s'en prétendaient les représentants. Sans respect des droits de l'homme. Et du coup, ces religieux-là, hein, et ces gouvernements nationalistes s'abritent toujours devant l'idée aujourd'hui d'une menace, d'une agression, d'une défense nécessaire, mais aussi toujours pénétrés souvent de leurs droits naturels ou divins à gouverner de la sorte. Et par ailleurs, d'autres personnes évidemment demandant le simple respect, mais quand on voit la politique véritablement à l'intérieur, la répression des libertés d'expression, eh bien on ne peut pas dire que ce soit démocratique, mais eh bien, la mondialisation qui prétend s'imposer partout, et souvent qui s'impose avec eux, c'est-à-dire qui font le mélange du nationalisme et de la mondialisation, eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, qui sert d'alibi à la mondialisation pour dire voilà, le nationalisme, le sentiment identitaire, c'est ce qu'il y a de plus dangereux, en oubliant que c'est eux, souvent, la plupart du temps, qui ont allumé ces feux-là, en dépossédant les peuples, en manipulant l'opinion internationale, en vendant leurs contrats, en s'enrichissant de la façon la plus inique qui soit. Je me rappelle de la réflexion d'une professeure aussi dans une rencontre dans un centre culturel musulman, un centre culturel maghrébin, qui a laissé échapper cette phrase de sa bouche, mais de toute façon le progrès s'est toujours passé par les commerçants, par les marchands et les soldats. Voilà. Donc c'était une professeure et même une élue. Tout ce qu'il y a de plus français, bien pensante, etc. quoi. Voilà comment souvent on pense profondément. Alors, du coup, évidemment, il y a un absent dans tous les peuples que j'ai cités, c'est le peuple juif, c'est l'État d'Israël. Et là, c'est un sujet, on le sait, qui est extrêmement délicat, mais je vais pourtant en parler, parce que dans le besoin de justice qu'ont tous les peuples aujourd'hui, c'est important de mettre tout le monde sur le même plan, de ne pas faire d'exception, qui voudrait prétendre qu'en fait il n'y a pas de problème dans une des communautés du monde, alors que bien évidemment nous sommes tous des humains, avec une histoire, avec des travers, avec un cerveau reptilien, avec parfois un désir de vengeance, avec un inconscient collectif. Voilà, donc c'est important d'y voir clair par rapport à ça. Bien, mais auparavant, je vais faire une pause pour ne pas être interrompu par le déclenchement de l'appareil.